Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va parler de la Furusiyya pour se demander s'il ne s'agirait pas d'une chevalerie musulmane. La Furusiyya est un terme assez difficile à définir. Déjà, on peut dire que son radical est le même que pour faras, qui signifie cheval. Si on veut être vraiment général, on peut la définir comme un ensemble de cultures et de savoirs de guerre centrés sur le cheval et le cavalier, posés comme meneurs militaires. Ça rassemble des connaissances, des technologies, des traités, des pratiques qui sont souvent appropriées par des élites militaires qui fondent leur domination sur le cheval et son emploi. Ainsi, la Furusiyya se conçoit comme un art martial avec des branches variées qui, si le tout reste centré sur l'équitation et le combat à cheval, peut mener à l'implication de champs assez larges. Hippiatrie, sciences vétérinaires des chevaux, élevage, dressage et tout ce qui relève de l'équitation. Archerie, lance, masse d'armes, épée, mais aussi chasse, recrutement et organisation des armées, art de la guerre, bref ce qui relève des savoirs militaires. Le tout pouvant aller jusqu'à des jeux et sports d'adresse, avec des concours de lance, dont des joutes ou des concours d'archerie, et même du polo. La Furusiyya porte également un certain nombre de valeurs. Courage, honneur, discipline, générosité, virilité. Mais aussi et surtout, sa maîtrise était associée à une élite dont on attendait qu'elle dirige. Elle prônait et créait ainsi une véritable distinction sociale. Bref, vous le comprenez, la Furusiyya est une culture équestre militaire dont on attend la maîtrise par les élites cavalières musulmanes. Enfin, ça dépend des espaces et des époques, car la Furusiyya a une histoire longue et a forcément connu des variations. Apparue entre les 9e et 10e siècles sous les Abbassides, que nous avons déjà rencontrés sur cette chaîne. Elle est le fruit de nombreuses influences entre les cultures équestres arabes, perses ou byzantines et se teinte rapidement d'élitisme et de religion. Des traités sont écrits, stabilisant ses connaissances et ses valeurs, mais elle va être influencée par plusieurs mouvances. Déjà en se diffusant dans les espaces conquis par les musulmans de la Perse à la péninsule ibérique, et ensuite en se retrouvant au contact d'autres cultures et populations. Soit qu'elles prennent le pouvoir comme avec les Turcs seldjoukides, soit qu'elles soient frontalières comme avec les chrétiens et les royaumes croisés ou les Mongols. On a ainsi une réactivation avec plusieurs traités à partir du XIIe siècle de cette culture, mais surtout ce qu'on pourrait appeler un âge d'or de la Furusiyya en Égypte avec les Mamelouks. Entre les XIIIe et XVIe siècles, cette classe sociale et politique qui domine en Égypte va s'approprier la Furusiyya et en faire un de ses traits caractéristiques majeurs. C'est vraiment un trait d'union entre les Mamelouks. En effet, ces derniers, esclaves formés à l'art militaire, sont très divers socialement. Ça va du sultan et autres puissants aux simples soldats sans grande perspective d'évolution. Mais ils sont tous versés dans la Furusiyya. Ils s'appuient sur ce socle de valeurs, culture, connaissances communes pour se distinguer socialement. Structurante pour cette élite cavalière, rassemblant toutes les connaissances martiales que doit avoir n'importe quel combattant pour l'Égypte de l'époque, la Furusiyya connaît un développement littéraire énorme. Cet âge d'or est tellement important qu'aujourd'hui, on a une forte tendance à associer Furusiyya et Mamelouk, alors que cette dernière est née avant, s'est étendue sur un espace beaucoup plus large et a même survécu chez les Ottomans jusqu'au XVIIIe siècle. Reste qu'on peut à tout le moins se demander si cette Furusiyya, au moins chez les Mamelouks, est comparable à la chevalerie. Et très franchement, je suis pas sûr qu'aujourd'hui on puisse répondre. Il y a des similitudes évidentes, culture de guerre et valeurs similaires, la place du cheval qui est centrale, son rôle de distinction sociale et puis sa relation à la religion aussi. La recherche de prouesse, le fait que la valeur militaire prime ou que la maîtrise du cheval soit au centre de la domination sociale construite par la population qui s'en réclame. On pourrait aussi parler de la place de la courtoisie, mais voilà, faire de la Furusiyya une chevalerie musulmane ou de la chevalerie une Furusiyya chrétienne, c'est tentant. Et il est absolument impossible que les deux ne se soient pas influencés mutuellement, ne serait-ce que dans les espaces moyen-orientaux avec les royaumes croisés ou dans la péninsule ibérique. Mais à l'heure actuelle, on manque clairement d'études sur le sujet. Et bien sûr, comparaison n'est pas raison, et il ne faudrait pas effacer les spécificités de chacune. Et au-delà des petites différences, comme la place de l'archerie chez l'un et de la lance couchée chez l'autre. On pourrait observer que la Furusiyya ne s'est pas du tout imposée de manière aussi uniforme dans les espaces musulmans que la chevalerie ne l'a fait dans les espaces chrétiens. Elle n'avait pas non plus à interagir avec les mêmes structures politiques, religieuses ou sociales.
La base, hein, sinon n'importe quelle cavalerie lourde d'élite qui fonde sa domination sociale sur sa maîtrise d'une culture et de savoir militaire serait une chevalerie. Et dans ce cas, il y en aurait beaucoup et on ferait pas une série explicitement penchée sur elle. Voilà. C'est vrai que ce serait plus simple, mais que voulez-vous? Les historiens et historiennes sont des spécialistes des situations spécifiques. Sinon, ce serait pas drôle. Au moins maintenant, vous connaissez la Furusilla. Un peu. C'est la fin de cette capsule, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.